Hey, salut à tous! Bienvenue dans le quart d'heure neuro de Labo, le quart d'heure neuro dédié aux réponses des problématiques de terrain. Donc aujourd'hui, on a une invitée, Nicole Pister, qui est spécialisée dans tout ce qui est le fascia. Donc, bienvenue, merci pour ta présence. Et puis, si on pouvait commencer par te présenter. Merci Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais déjà dire que je ne me considère pas comme spécialisée, mais le domaine du fascia, c'est vraiment un domaine super vaste. Donc il y a bien d'autres, il y a vraiment des spécialistes. Moi, je suis qu'une prof de pilates très intéressée par tout ce qui est mouvement, entraînement, très curieuse. Et puis il y a 5-6 ans, j'ai rencontré Karine Lecher du Center for Spatial Medicine, qui est anglophone, basée à Dubaï. Et puis, elle a vraiment une approche très révolutionnaire du mouvement. J'ai suivi une très longue formation avec elle. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce système facial. Toutes les études sur le fascia, j'ai lu tous les bouquins, je pense, à peu près qui existent, suivi tous les différents congrès qui se sont faits ces dernières années là-dessus. Et puis, en fait, ce qui me passionne, c'est vraiment de comprendre en fait toutes les différentes interactions et puis comment après amener ça. Moi, je travaille principalement avec le Pilate. Et puis, il y a 2 ans, j'ai lancé ma propre formation en collaboration avec Regula Caloni, qui s'appelle, on a trouvé notre label qui s'appelle Fascia by Regula Caloni et Nicole Pfister. Et notre but, c'est vraiment d'amener ça en francophonie. Donc, nous, on a l'avantage qu'on parle l'allemand et l'anglais. Donc, on a pu suivre vraiment beaucoup d'informations. On est vraiment spécialisé de rien du tout. Ça, on aime bien le dire aussi. Mais voilà, on a vraiment cette curiosité qui fait que on va un petit peu voir tout ce qu'il y a partout. Puis après, on le synthétise en fait sous forme d'un workshop qu'on a présenté déjà une dizaine de fois maintenant, en Suisse et puis en France aussi l'année passée. Non, cette année. Cette année. Non, l'année passée. Ouais, alors je ne sais plus quelle année on est. Ah oui, l'année passée. Exactement. Bon, bah, génial. Voilà. Donc, ça fait 6 ans vraiment que tu travailles, tu te formes autour du fascia. Si aujourd'hui, Ouais. tu pouvais déjà définir un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. Parce qu'on entend plein de Exactement. choses. On entend plein de choses aujourd'hui autour du Ouais, fascia. exactement. On entend beaucoup de choses. C'est la vraie définition, elle est toujours aussi en discussion. Donc même dans les différents congrès, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, les scientifiques. Donc ça simplifie pas forcément les choses. Il y a un comité de nomenclature qui travaille toujours sur une définition. Et puis maintenant, nous, on utilise, quand je dis nous, je parle souvent de Regula et moi dans notre cadre. On aime bien parler de le fascia ou du système facial. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient du scientifique Robert Schleip qui a dit, en fait, c'est comme la peau. Pourquoi on dirait les fascias, vu qu'en fait, c'est un système et que tout est connecté. Donc, nous, on choisit de parler du fascia ou du système facial. Et puis, le fascia, il est vraiment omniprésent, simplement que jusqu'il y a une quinzaine d'années, on l'ignorait dans les dissections de cadavres. Ils enlevaient en fait tout ce tissu conjonctif pour aller voir ce qui était vraiment intéressant, les muscles, les os, enfin tout ce qui était plus palpable. Et puis le fascia, donc tout le tissu conjonctif, on l'ignorait en fait. On ne savait pas qu'il avait en fait des propriétés super importantes. Et puis c'est pour ça qu'en fait, on s'est longtemps, on n'en entendait pas vraiment parler. Et puis après, ils ont commencé à s'intéresser à ça. Donc, beaucoup de scientifiques qui ont commencé à changer en fait leur mode de dissection pour pouvoir voir en fait comment est organisé aussi ce tissu. Et puis depuis là, la recherche s'organise. Il y a de nombreux congrès maintenant qui existent. Et puis, en fait, on voit que ça touche énormément de domaines. Ça touchera le domaine de l'entraînement, du sport, mais ça touchera aussi énormément tout ce qui est le domaine de la thérapie. Et du Ok. coup, de la nutrition, de la thérapie, etc. Donc finalement, maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a tous ces chercheurs qui se mettent ensemble grâce à ces différents congrès. Et puis, on voit que c'est vraiment un thème qui s'adresse. C'est pas une méthode, c'est pas un nouveau truc, c'est vraiment
ouais, une nouvelle vision. Il faut savoir ce que c'est, il faut s'y intéresser parce qu'il va s'appliquer vraiment après dans tous les domaines. Ok. Pour donner une image qu'on utilise parfois pour être assez simple, c'est comme si on prend un steak de viande. Le rouge, c'est le muscle, et puis tout le blanc qu'il y a dedans, c'est le fascia. Voilà, on peut un peu dire ça. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a eu énormément de recherches qui ont été faites par des chercheurs allemands et anglophones. Donc, beaucoup de bouquins ont été, enfin, la littérature est surtout en allemand ou en anglais. Et puis, en francophonie, ben, c'est un peu le hype maintenant parce que différents bouquins ont été traduits assez récemment. Anatomy Trains, qui existe depuis 20 ans aux États-Unis, a été traduit seulement il y a 3 ans en français. Ah ouais? Donc, on a aussi seulement beaucoup 3 ans. de retard, en fait, Ouais. en francophonie. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent maintenant. Et puis, il y a beaucoup de livres, de bons livres qui ont été traduits justement ces 2-3 dernières années. Donc, c'est vraiment très, très récent encore en francophonie. Ok. C'est aussi pour ça que maintenant, notre attention, bah, elle va un peu plus là. Ouais. Ça me fait penser, parce que tu parles d'Anatomy Trains, finalement, je pense qu'auprès des coachs sportifs, c'est probablement le livre que tout le monde a au moins déjà entendu parler, voire lu. Ouais. Ce qui est marrant avec ça, juste par rapport à ton avis, quand on parle dans beaucoup de livres, on parle plutôt de chaînes, etc., etc. Mais c'est vrai que quand toi, tu parles du fascia, ben, en fait, c'est un système. Comment tu vois un peu cette chose? Tom Myers, lui, donc il a vraiment changé le procédé de la dissection. Et puis, il est vraiment allé voir, il y a des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. S'il parle, par exemple, de la ligne antérieure profonde, qui est un peu le centre myofascial du corps, on voit vraiment, si on met Deep Front Line sur YouTube, on voit quand il dissèque et puis il tire sur la Deep Front Line. Et puis, on voit vraiment que tout est connecté depuis les orteils jusqu'à la langue. Et on le voit vraiment. Il y a maintenant, ce qui est assez chouette aussi, j'ai fait l'année passée une dissection avec, j'ai suivi une dissection avec Robert Schleip online. Et ça, c'est chouette. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de le faire en live, mais grâce aux nouvelles technologies, maintenant, ils proposent des dissections online. Et puis, c'est vraiment intéressant parce qu'ils se concentrent vraiment sur le tissu facial. Et puis, on voit vraiment que s'ils tirent un peu là, il y a tout qui vient avec. Et puis qu'en fait, c'est que dans les livres qu'on a différentes couleurs et différentes structures, mais qu'en fait, toutes ces structures, elles sont totalement interconnectées. Okay. Du coup, ouais, on a toujours des muscles, on a toujours des os, ça ne change pas ça, mais ce qui change, c'est que tout est connecté et qu'on ne peut pas les dissocier. Et puis, pour revenir à ta question, Anatomy Trains, donc lui, après, il a regardé sur l'être humain en mouvement, finalement, comment cette connexion se fait, parce qu'elle se fait quand même, vu qu'on est sur 2 pattes, elle se fait quand même à travers certaines lignes de force, qu'il a lui appelé Anatomy Trains. En français, on parle souvent de lignes myofaciales ou de continuité faciale. Et ça, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser dans le mouvement, dans le sport, c'est de voir un petit peu comment la transmission de force, d'étirement et d'information se fait à travers ces continuités. Ok. Je ne sais pas, Romain, tu as des questions ou... Non, mais... Ouais, moi aussi, j'arrête pas de réfléchir depuis avant. J'ai même pris des notes, tu vois. J'ai triché. Je viens d'y penser. Quand on parle aussi beaucoup de fascia, il y a quand même une notion qui vient à peu près tout le temps, c'est la biotenségrité. Si tu pouvais juste expliquer ça et comment ça s'applique dans le mouvement et finalement dans... Je parle même pas de performance, finalement, juste dans le mouvement en lui-même, finalement. Ouais. Et dans l'entraînement plutôt, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors, du coup, on en vient au thème biotenségrité, parce qu'on avait choisi d'aller un peu là-dedans aujourd'hui. Donc, en fait, dès qu'on commence à étudier le fascia, on vient assez rapidement, forcément, sur cette notion de biotenségrité. Donc, ça, c'est vraiment, on parle vraiment souvent d'un nouveau paradigme. C'est vraiment une manière complètement opposée de voir l'anatomie, de voir le corps, que ce qu'on a appris. Donc là aussi, il faut toujours voir que c'est tous des trucs où pas tout le monde est d'accord. Hein. Okay. Ça vient de l'architecture, des structures de tenségrité, c'est tension et intégrité, tenségrité, qui ressemblent à ça.
Donc, il y a pas mal de bâtiments qui sont maintenant aussi construits sous ce format-là. Et puis, en fait, la tenségrité, ça a été pas mal recherché aussi dans la biologie. Et du coup, ça s'appelle biotenségrité. C'est la tenségrité appliquée aux vivants. OK. Et puis, ce qu'on peut voir ici dans ce modèle, c'est qu'on a les petits bâtonnets en bois qui sont des éléments de compression, donc qui donnent une force qui va vers l'extérieur. Et puis ici, les élastiques qui donnent une force de tension qui va maintenir la structure. Puis cette structure, elle s'auto-stabilise par l'équilibre entre les forces de compression qui poussent à l'extérieur et les forces de tension qui poussent vers l'intérieur. Okay. Si on amène ça au corps, maintenant je vais beaucoup simplifier, mais on dirait que les bâtonnets, c'est nos os. OK. Et puis les élastiques, c'est le tissu facial ou le myofascia, parce que le fascia, c'est tout ce qui entoure aussi le muscle. Ce qui a une certaine tension de base, donc là on voit que c'est des élastiques qui sont sous tension, et puis qui font que ça tient et que ça s'auto-équilibre. Du coup, ça change complètement en fait la manière qu'on a de voir l'anatomie, parce que on voit ici que les os ne se touchent pas, mais qui sont suspendus dans un réseau de fascia. Ce qui veut dire que notre colonne vertébrale, ce n'est pas un os qui soutient l'autre, mais c'est des os qui sont suspendus dans un réseau de tension. Okay. Et qui a en tout temps un tonus de base dans le système. Je vous montre juste mon autre petit bonhomme parce que je l'aime bien. Celui-là. Tonus équilibré. Et puis si il n'a pas assez de tonus, il fait ça. Okay. S'il avait trop de tonus, il se casse. Et puis finalement, pour que notre système puisse s'organiser de manière optimale et efficace, il faut que ce tonus soit équilibré. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, j'ai trop de tension, ça va créer un déséquilibre sur toute la structure. Si je ramène ça maintenant au corps, si mes lignes brachiales sont raccourcies, ça ne va pas créer un problème que là, mais ça va déstabiliser toute la structure. Dans une approche où on considère la biotenségrité, on va chercher cet équilibre, en fait, pour avoir juste assez de tonus, ni trop, ni pas assez, pour que finalement tout puisse après se réguler, s'autoréguler, sans qu'on ait finalement, nous, à devoir interférer avec le processus naturel. OK. Je continue sur la biotenségrité? Ouais, j'ai juste une question. Ouais. Une question, pas vraiment. En fait, c'est toujours marrant de voir les points, on va dire que notre discipline, si ce n'est pas vraiment notre discipline et la tienne. Encore une fois, ce n'est pas des disciplines distinctes. Encore une fois, tout est question de… Ça va ensemble. Mais c'est marrant de voir ces notions qui se rejoignent à chaque fois de synergie. Par exemple, nous, agonistes, antagonistes, c'est là par rapport aux tensions, aux relâchements, etc. Et le fait qu'on dit tout le temps, il y a un tonus de base qui doit être équilibré. C'est toujours marrant de voir comment tout se rejoint et finalement, on parle tout le temps de la même chose. Oui. Alors, Tom Myers, lui, parle, par exemple, de lignes locked short ou locked long, raccourci en version courte ou raccourci en version longue. Ouais. Donc, il parle beaucoup de ça. Donc, tout ce qui est raccourci en version courte devrait être relâché. Ouais. Et puis, tout ce qui est en version longue, relâché aussi pour que finalement, ça puisse se rééquilibrer. OK. Et puis, sinon, je trouve aussi qu'il ne faut surtout pas parler d'une méthode, ou qu'est-ce que tu as dit avant? Oui, justement, je n'en ai pas parlé. Non, et puis, c'est vrai, pas le mot qui me venait en tête. On a beaucoup parlé déjà de ça, les deux. On en a beaucoup parlé de Sec Regula toujours, et on dit toujours au début de nos workshops. Notre workshop, c'est vraiment, on va parler d'entraînement du fascia, comment entraîner ce tissu pour qu'il soit sain. On va parler de biotenségrité, on va parler de l'organisation, de la transmission de force, etc. Oh, ça bug. Ouais, ça bug. De performance, quelqu'un qui est prof de pilates, qui est prof de yoga, quelqu'un qui est juste intéressé par la… C'est mon réseau qui est… C'est un petit bug, il y a un petit bug qui est venu. C'est bon? Ouais, c'est bon. Okay. Quelqu'un qui est dans la thérapie manuelle, en fait, toutes ces informations, elles sont vraiment au-dessus, finalement, d'une méthode. Et là, la même chose que ce que vous faites, finalement, c'est un peu un savoir global. Et puis après, on prend ce qu'on a besoin pour sa méthode ou pour son intérêt. C'est ça. OK.
Et pardon. Romain, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Moi, de toute façon, vas-y, continue. Nicole, on se voit tellement souvent, on en parle toujours. Mais... C'est ça. Et là, je pense qu'il y a quand même un point essentiel, la manière dont tu l'as développé, décrit. Il ne faut quand même pas oublier que c'est pas quelque chose qui est inerte. Parce que tu l'as dit, c'est comme ça. Enfin, là, je pense que je vais te laisser parler. Il faut bien comprendre que c'est un système, enfin, je parle pas, le fascia, c'est un système qui est à part entière et qui est actif dans le corps. Et ce n'est pas quelque chose qui est juste là, qui soutient les muscles, qui soutient les os, etc. etc. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû parler de ça avant, quand on est un peu dans l'anatomie. On parle beaucoup de tissu vivant, parce qu'il y a des cellules dedans, principalement des fibroblastes, qui créent du collagène. Ouais. Et puis après, à côté des cellules, il y a la matrice extracellulaire qui est composée principalement de collagène. Et les fibroblastes, elles vont créer plus ou moins de collagène en fonction de la demande. Donc, quelqu'un qui ne fait rien et toute la journée assis, il va peut-être avoir une grosse production de collagène dans son bas du dos. Ce qu'il va faire quand il voudra se lever, il aura mal au dos. Mais pour pouvoir créer du collagène, et c'est bien d'avoir beaucoup de collagène parce que c'est ce qui va donner la résistance après du tissu facial, il faut bouger. Okay. Donc ça, je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'était quoi la question? C'est un tissu vivant. Ah ouais, par rapport au tissu vivant. Ouais. Et après, donc, ça, c'est les cellules qui produisent le collagène. Ce collagène, il vit dans de l'eau. On parle souvent de bound water, d'eau liée, qui est un peu une substance comme du gel de cheveux ou bien du miel, qui a une certaine viscosité. Cette viscosité, elle doit souvent être un peu ajustée parce que si c'est trop visqueux, les différentes couches de tissu pourront plus glisser l'une par-dessus l'autre. Et puis, vu que le fascia est vraiment partout, il y a du fascia superficiel juste sous la peau, avant le muscle, mais il y a aussi tout le fascia qui est dans le muscle, l'endomysium, l'épimysium, périmysium. Et en fait, pour que les différents faisceaux musculaires puissent transmettre la force, faut qu'il y ait une certaine viscosité qui soit ni trop ni pas assez. Si le tissu est trop fibreux, ça va d'une part empêcher une bonne transmission de l'information, de la force, mais ça va aussi donner une information aux terminaisons nerveuses qui se trouvent majoritairement dans le fascia plutôt que dans le muscle, de rigidité ou il y a quelque chose qui coince. Donc aussi pour une bonne proprioception, pour un bon retour d'information, il faut que ce tissu ait une certaine capacité de glissement. Et pour cette capacité de glissement, il faut stimuler les cellules qui produisent cette viscosité, qui sont les fasciacytes. C'est une nouvelle cellule qui a été découverte par Carla Stecco aussi récemment. Et ces cellules, elles ont besoin de mouvements et surtout de mouvements multidirectionnels, donc beaucoup de variations dans le mouvement. Ok. Du coup, bon, après, tu en parleras plus tard dans les quarts d'heure neuropratiques, mais en gros, la règle de base pour entraîner le fascia, on va dire, c'est le mouvement en fait. Ouais, c'est clairement le mouvement. Après, il y a plusieurs principes de l'entraînement. On pourrait refaire un je pense à quoi dire. Je reviens juste sur la biotenségrité. Ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que s'il y a quelque part, il y a un nœud, donc ça peut être une adhésion, ça peut être trop de rigidité, trop de collagène collé. Mais ça pourra aussi être un choc émotionnel, ça pourrait être un accident, ça pourrait être une cicatrice. Nous, on aime bien toujours parler de nœud, en fait. En fait, ce nœud, il va poser un problème dans toute la structure. C'est-à-dire que dans une approche faciale, notre premier objectif, ça va être de libérer le fascia. Une fois que le fascia sera libre, on va parler de compresser les os, d'ouvrir les os. Donc, on va beaucoup parler d'expansion, pas de contraction, parce qu'une contraction volontaire du style rentrer le nombril, serrer le ventre, c'est aussi un nœud. On interfère en fait dans l'auto-équilibre du système.
Du coup, c'est ça vraiment qui est clé après dans l'entraînement, c'est que pour stabiliser, on ne va pas serrer le ventre, mais on va vraiment parler d'ouvrir les os. Je ferai la planche en tenségrité dans la minute pratique. Ouais. Et puis finalement, si tous les os poussent vers l'extérieur, le réseau facial il a suffisamment de force de tension pour rester stable. Et pour l'avoir fait en pratique, c'est pas du tout la même chose. Ouais, et c'est vraiment super perturbant parce qu'on a tous appris le contraire. Hein. Moi, j'ai appris le pilate aussi, entre le nombril, etc., etc. Et puis, en fait, maintenant, mes indications, c'est toujours de relâcher. Mais après, c'est pas parce qu'on relâche qu'on travaille pas. On va quand même travailler, mais on va travailler de manière plus efficace et plus autorégulée. Donc, plus saine aussi et plus répartie, en fait, dans tout le corps. Intéressant. Ah ouais, Est-ce que tu as Je sais que tu as des livres à côté de toi, là. Oui. Ça t'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Alors, attends, je les ai mis dans l'ordre de préférence. Le fascia de David Lezondac. Donc, celui-là, il est en français. Et puis, David Lezondac, c'est Ressources Primordiales qui l'a fait. C'est avec Paul Landon. C'est Ressources Primordiales, oui, ouais, exactement. Ouais, c'est Paul Landon qui l'a traduit en français. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure entrée, en fait, parce qu'il est super, super complet. Et puis, c'est un auteur qui explique super bien. Il a aussi un podcast, d'ailleurs, qui est super intéressant, David Lezondac. Sous plusieurs chapitres, donc on peut commencer avec l'un ou l'autre en fonction de ce qui nous intéresse. Après, en francophonie, il y a ce livre-là de Christian Courreau. Donc, lui, c'est Fasciathérapie. Toute la première partie explique extrêmement bien le fascia. La deuxième partie, c'est spécifique sur la fasciathérapie. Donc, ça intéressera plus les thérapeutes manuels. Et puis, Christian Courreau et son team, ils sont présents aussi dans tous les congrès. Donc, c'est une belle représentation de la France, en fait, dans le fascia. C'est aussi très bien écrit. Et après, il y a le fameux livre dont on a parlé avant, de Bill Parisi, Fascia Training Academy. Et pour tous ceux qui viennent de la performance et du milieu du sport, c'est vraiment la référence au niveau du sport. Là, je vous invite aussi à suivre Fascia Training Academy sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en plus très actifs et très bons en marketing. C'est important. Et puis après, il y a encore un livre qui intéressera Romain. Ça, tu vois, écrit super petit, plein d'études et tout. Ça tu pourras le lire en 2 semaines. Elle se moque. Anatomy Trains, évidemment. Classique, ça, c'est vraiment le livre à avoir qu'on peut relire 100 fois et puis on trouve toujours quelque chose d'autre. Et puis, je vous avais encore pris l'Atlas fonctionnel du système facial humain. C'est le premier atlas qui a été fait par Carla Stecco. Donc, la famille Stecco, Luigi, Carla et Antonio Stecco en Italie. Eux, ils sont vraiment aussi à la tête de la recherche sur le fascia. C'est aussi hyper intéressant à suivre. Et puis là, il y a un petit livre qui est sorti il y a très peu de temps. Je pense que je ne connais pas. Ouais. En fait, alors c'est un petit livre édition Jouvence qui coûte genre 5 €. Alors c'est très tout public, mais c'est assez intéressant parce qu'il est bien écrit, il prend plein de trucs en compte et puis c'est un bon livre par exemple à donner aux clients. Une image globale. Après, c'est pas un livre très scientifique, mais l'information elle est bonne dedans. Et le petit conseil du jour, c'est faut pas juste acheter les livres, faut les lire. Je dis ça pour moi. Ouais. Ça fait presque 1 an que je les ai. Exactement. Le conseil du jour, vraiment, c'est moi je trouve qu'il faut vraiment s'intéresser à tout ça parce que en francophonie, on a du retard là-dessus. Une fois qu'on met le pied dans ce milieu du fascia, c'est un gros morceau. Ça nous amène vraiment à plein de choses et puis ça nous ouvre surtout vraiment beaucoup de portes. C'est un milieu aussi où les gens sont très connectés, donc ça je trouve aussi intéressant par rapport, je trouve, sinon au monde du sport. Il y a vraiment, Robert Scheib il dit toujours, il faut fonctionner comme le fascia, il faut se connecter les uns aux autres. Et puis ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment, personne peut être spécialiste là-dedans, chacun peut avoir un petit peu son domaine et puis quand on met tout ensemble, c'est vraiment super, je trouve, pour pouvoir après travailler avec nos clients. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en tout cas, dites-nous
commentaire ou nous écrivez-nous comment vous avez trouvé le podcast. On pourra toujours en faire un plus long parce que je pense qu'il y a énormément à dire. Et juste pour finir, si tu peux juste nous dire un peu où te trouver, si les gens veulent en apprendre davantage, etc., pour te contacter. Ouais. Alors, moi, j'ai mon studio et j'habite à Gstad, donc dans les montagnes suisses. Voilà, donc si vous voulez faire un petit séjour de vacances. Et puis après, je travaille avec Regula Caloni sous le label Fascia by Regula Caloni et Nicole Pfister. On est pas mal actifs sur Facebook et Instagram. Peut-être on pourra juste mettre le lien de la page sur le… Ça sera fait. Ouais. Parfait. Et puis, du coup, on travaille avec différents partenaires, FITSPRO en Suisse romande et puis Christophe Batt Formation en France. Et puis, peut-être qu'on fera une fois un truc avec beau. le teasing. Le teasing de ouf. Qui sait, hein, c'est pas les idées qui manquent. Et voilà, du coup, on communique un peu aussi tout ce qu'on fait par les réseaux. Donc, je vous invite à nous suivre là. Génial. Merci beaucoup. Et merci Romain, merci Nicole. Et puis on se voit la semaine prochaine pour le prochain bonne lecture alors. Hein. Ouais. Merci. Allez, ciao. Ciao, merci beaucoup.